C'est vrai que les derniers développements de l'actualité en Guinée, avec l'assassinat de M. Thierno Ali Yaoundé, qui est un ami, et certains autres événements peuvent faire croire et sans doute justifier une certaine psychose et une certaine peur de la part des populations. Vous avez des moments comme ça où il y a des pics de criminalité qui sont extrêmement inquiétants. D'abord pour les citoyens qui sont des victimes, mais aussi et surtout pour l'ensemble de la population qui, dans son ensemble, a l'impression qu'elle est laissée à elle-même. Pour le gouvernement, ça en appelle à notre responsabilité, à notre devoir premier, qui est celui de protéger nos populations. Et cela nous met en face de défis majeurs. Ceci étant dit, il faut poser les règles. C'est inacceptable et le devoir d'un État, c'est de protéger les citoyens et d'assurer leur sécurité. Après, il faut voir la réalité des choses. C'est vrai que lorsque des crimes spectaculaires sont commis, comme celui qui a coûté la vie à Thierno Ali, tout de suite, il y a une vague d'émotions qui se met en place et on a l'impression que tout le monde est livré à soi-même. Ce n'est pas exactement le cas et il faut aussi savoir relativiser. C'est vrai qu'en Guinée, il y a de la criminalité, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. C'est vrai qu'en ce moment, il y en a un peu plus que d'habitude et c'est vrai que ça là a toujours existé. Mais c'est vrai aussi qu'avec les moyens qui sont les siens, la police essaie de faire son travail. Maintenant, il faut peut-être aller beaucoup plus loin. Il faut également faire des choix budgétaires. Peut-être à un moment donné, on va être obligé de sacrifier peut-être des choix qui portent sur des infrastructures sociales, des projets sociaux, des projets de développement pour les consacrer un peu plus à la sécurité. On aurait aimé que ce soit le contraire. Mais s'il faut arriver jusque-là, certes, nous y arriverons en essayant d'avoir un maximum de ressources pour faire face à ce grand défi qui se pose en termes, c'est vrai, d'équipement, mais également aussi de formation et de ressources humaines à recruter, et donc d'augmenter un peu plus le nombre d'agents inscrits à la fonction publique par l'intermédiaire de la police. Je ne veux pas croire qu'on soit arrivé à ce stade-là dans notre pays. Il faudrait d'abord que quelque chose le justifie. Je ne crois pas qu'on soit dans un contexte où il y ait une situation en Guinée comme par exemple un cartel de la drogue ou des luttes politiques qui justifieraient qu'il y ait des exécutions ciblées comme malheureusement un certain nombre de politiques, enfin un ou deux, ont l'irresponsabilité de faire croire. Non, je ne crois pas qu'on soit... Je pense qu'il s'agit de la criminalité. Il peut s'agir, dans certains cas précis, peut-être d'affaires privées, de règlements de compte, mais je pense que cela reste mineur par rapport à des activités criminelles comme il se passe dans d'autres pays. Et malheureusement, lorsque ça touche des personnes qui nous sont proches, qui sont des personnages publics, ça prend une dimension qui peut faire croire qu'on est dans un cas exceptionnel ou qu'on n'a jamais vu avant. Maintenant, on sortira d'autant plus facilement de cette psychose et de ces rumeurs que la police aura mis la main sur les auteurs et qu'on aura su l'exacte vérité qui entoure les derniers crimes, par exemple, qui justifient cette psychose-là. L'impunité, c'est clair qu'elle entretient le sentiment qu'on peut tout se permettre, c'est vrai. Maintenant, dans quelle proportion on peut estimer qu'il y a impunité? Moi, je vous ferai remarquer tout simplement que je consultais un peu les statistiques, moi-même étant interpellé par cet argumentaire. Vous prenez en 2009 la province du Québec, vous avez 60% des crimes impunis. Vous prenez un pays comme le Mexique, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas une comparaison, mais c'est 98%. Vous prenez les États-Unis, ce sont les mêmes proportions que le Québec. En France, c'est pareil. Donc, dans des pays où vous avez des laboratoires scientifiques, une police scientifique, des méthodes de recherche ADN, des algorithmes et des logiciels qui permettent de faire des recherches criminelles, des écoutes par satellite de dernière génération, un système de référencement et d'adressage des rues et des citoyens où tout le monde est plus ou moins, entre guillemets, fiché, vous avez encore ce taux excessif de crimes qui reste irrésolu. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, où nous n'avons même pas le dixième des moyens qui sont déployés ailleurs, nous n'ayons pas également un taux de déperdition dans nos enquêtes qui peut justifier une inquiétude. Ce n'est pas de la volonté, c'est d'abord une question de moyens et aussi de ressources. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour qu'un État démissionne. Il faut effectivement que nous mettions en place des procédures et un système qui permettent de punir et surtout, lorsque les gens sont interpellés, que les gens sachent qu'ils ont été punis et qu'on ne les retrouve pas dehors.
des principales critiques qui est faite, effectivement. Les prisons étant engorgées, le fonctionnement et l'articulation peut-être entre les services judiciaires et les services de justice n'étant pas parfaite, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a de l'impunité. Ça, je suis d'accord qu'il faut qu'on fasse tout pour au moins enlever cette perception-là et faire de telle sorte que les citoyens aient le sentiment que lorsque quelqu'un commet un crime, qu'il est identifié, qu'il est pris, qu'il soit vraiment puni à la hauteur de sa forfaiture. Vous savez, la théorie de Beccaria en matière pénale dit simplement que le plus important, ce n'est pas la hauteur de la peine ou la sévérité de la peine, c'est le fait que la personne qui est condamnée soit sûre qu'elle va subir la sentence, que ce soit 1 an, 2 ans ou 10 ans de prison, qu'elle soit sûre qu'elle aura cette sentence-là, c'est le plus dissuasif et à ce propos-là, il y a sans doute des efforts que nous devons faire encore. Alors, j'ai entendu certaines, on dit impressions, c'est quand même grave, c'est quand même une accusation grave si elle n'est fondée que sur une impression. Personnellement, Thierno Aliou Diaoumé travaillait dans le système des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il a participé également à des travaux sur la réforme du secteur de la sécurité, mais il y a des personnes qui ont des activités beaucoup plus sujettes à conflit, qui ne sont pas pour autant visées. Donc, j'entends, on n'exclut rien dès l'instant où l'enquête n'a pas abouti, on ne peut rien exclure, mais j'aimerais aussi, comme il dit, dans quelle mesure ces personnes-là, quelle activité, en tout cas que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, qui aurait pu justifier que ce soit des attentats ou des attentats ciblés. Personnellement, je pense qu'il s'agit de grand banditisme. Si après, il y a d'autres indications qui nous parviennent et qui permettent de croire que pour une activité particulière, ces personnes-là, notamment Thierno Aliou, auraient été menacées, à ce moment-là, il faut les livrer à la police pour que l'enquête prenne en compte ces éléments et que l'enquête et que les éléments concordants puissent permettre d'aller plus vite. Tant qu'on n'a pas ces éléments-là, il est assez prématuré, peut-être même démobilisateur de parler d'assassinat ciblé. Ça oriente automatiquement l'enquête et peut-être les soupçons vers des pistes qui peuvent ne pas être les bonnes et donc nous éloigner de la vérité. Voilà le grand dilemme dans lequel on se trouve. Cet équilibre à trouver entre notre absolue nécessité de respecter la Constitution, de construire un État de droit respectueux des règles, et notamment celles qui concernent les droits humains, et aussi rassurer les populations en prenant des mesures énergiques, pas spectaculaires, ce n'est pas la même chose, mais énergiques pour assurer la sécurité. Malheureusement, on ne réquisitionne pas l'armée comme ça. Je pense que peut-être que les rumeurs dont vous faites part concernent des personnes qui, avant, maintenant, n'ont pas eu affaire à l'armée. Je crois qu'on a suffisamment mauvais souvenirs pour ne pas revenir dans ce contexte-là. Il faut travailler pour que notre système, nos institutions et nos structures qui sont dédiées à des tâches précises remplissent ces tâches telles qu'elles doivent être remplies. Et il faut travailler pour que la police et la gendarmerie fonctionnent. Je crois que les gens ont la mémoire courte. Depuis que nous sommes arrivés, depuis 2011, nous n'avons recruté aucun policier. Nous avons hérité d'une police dans l'État dans laquelle vous la connaissez, d'une gendarmerie également et d'une armée également. Certains officiers, certains militaires ont été mis à la retraite et dans les autres corps également. Et nous sommes en plein programme de réforme du secteur de la sécurité. Les gens oublient un peu trop vite. Si on a mis un programme de réforme du secteur de la sécurité, c'est bien parce que ce secteur-là le nécessitait. Tous les pays n'ont pas eu affaire à ça. Nous en avons eu besoin parce que le diagnostic qui en a été fait par nos partenaires au développement l'exigeait. Ça veut dire qu'effectivement, ces corps-là, il y avait des problèmes. Ils étaient malades de quelque chose. Donc, les réorganiser et en même temps faire face à des missions régaliennes de service public et de protection des citoyens, c'est un immense défi qui nécessite beaucoup de ressources. Donc, cela nécessite également beaucoup de sérénité. Si on s'éloigne des objectifs et si l'émotion prend le pas sur la raison et qu'on ne pose pas les bons diagnostics lorsque des incidents comme ceux qui viennent de se passer, des crimes comme ceux qui viennent de se commettre surviennent, on risque de mettre à mal le processus qu'on est en train de construire ensemble. Il n'est pas parfait, les résultats certes se font attendre, mais certains ont déjà été obtenus. Il faut persévérer et faire de telle sorte que nos institutions, notre police et notre gendarmerie fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Et si de tels incidents sont là pour nous le rappeler, il faut en prendre acte, le regretter, mais redoubler d'efforts pour qu'enfin on ait une police républicaine, mais également efficace, qui répond aux attentes des populations, c'est-à-dire leur protection.
rester vigilant tout en gardant la sérénité. Ce n'est pas évident. Éviter les amalgames et rester concentré sur les faits. Bien entendu, on a conscience qu'il y a une certaine défiance parfois entre les populations et nos services de sécurité et que des fois l'amalgame, la mayonnaise a du mal à prendre entre la population. C'est pour ça que, entre la population et les services de sécurité, c'est pour ça que nous travaillons sur une police de proximité. C'est pour ça que les Nations Unies sont là avec des experts pour mettre en place des institutions et des mécanismes qui permettent de mieux articuler la collaboration entre les collectivités locales et les forces de défense et de sécurité pour mieux protéger les citoyens. Tout ceci ne peut se faire qu'en dans la sérénité et avec beaucoup de recul. Qu'on arrête de se distraire par des affirmations qui très souvent ne sont fondées sur rien, mais que surtout on concentre nos efforts sur la vigilance qu'on doit mener. Alors, vigilance ne veut pas dire non plus délation, dénonciation et justice privée, parce que là aussi c'est l'extrémité à laquelle il ne faut pas aboutir, ce qui mettrait à mal notre état de droit. Mais beaucoup de vigilance et puis un maximum de collaboration avec les services de police, bien entendu. Ça, c'est l'appel que nous lançons à la population. Mais je peux vous dire que le Premier ministre et le Président de la République mettent également beaucoup de pression sur les services de sécurité pour qu'ils remplissent leur mission et notamment que pour ces derniers cas, des coupables soient retrouvés. C'est-à-dire que, voilà, c'est là, lorsqu'on cède à l'émotion, lorsqu'on cède à la panique, voilà les extrémités auxquelles on aboutit. Si on commence par ça, on met à terre notre état de droit et ça n'aboutira à aucun résultat. On va sans doute indexer des innocents, leur faire du mal, et on n'aboutira pas à une sécurité à l'échelon national qui serait rassurante pour les citoyens et pour ceux qui viennent nous aider. Ça ne servira à rien, je pense que ça ne ferait que compliquer la tâche de la police. Donc évitons ceux qui sortent du cadre de l'OTEX, mais renforçons notre collaboration avec les services de sécurité afin que justement l'osmose puisse se mettre en place et qu'on puisse identifier les personnes qui seront coupables de délit. L'exemple qu'il y a eu à Imbaya dernièrement est le contre-exemple. Lorsque on identifie une personne comme étant une personne qui ne veut pas participer au plan de lutte contre Ebola et qui au contraire, par son comportement, le favorise et que la police n'interpelle que les jeunes du quartier sortent contre ça, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire en matière de collaboration avec la police, alors que des voies de droit existent pour éventuellement remettre en cause ce genre de décision. Voilà un peu la situation et l'équilibre à trouver entre les populations et les forces de sécurité pour mieux assurer la sécurité à l'échelle nationale.